Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition du journal des 7 heures sur la télévision nationale. Une édition qui démarre par les consultations politiques en vue de former le gouvernement d'union nationale et bien la libération des territoires occupés par les terroristes du M23 et l'armée rwandaise préoccupe au plus haut point les Congolais, notamment les personnalités politiques reçues ce vendredi 28 mars par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Ces personnalités ont largement évoqué cette question sécuritaire préoccupante, nous rapporte Passan Choqué. Ce début de week-end a été intense au bureau du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Plusieurs personnalités politiques ont chacun donné son avis sur les attentes du conseiller spécial. Il ressort des consultations de ce jour que les chefs de regroupement consultés sont tous unanimes à reconnaître qu'il faut trouver des solutions pour mettre définitivement fin à la guerre dans le pays. Dans cette vision, la priorité c'est d'abord la libération du territoire national pour ramener la paix, sauvegarder l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. Nous remercions les chefs de l'État pour l'initiative, pour raison de cohésion nationale, l'intégrité territoriale, sous le respect des institutions et le respect de la Constitution. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire en sorte que nous ayons un gouvernement qui puisse agir et surtout donner à ces pays une armée qui soit une véritable sentinelle de l'État, qui protège et qui rende la dignité aux Congolais. Notre souci le plus cher aujourd'hui, c'est que les Congolais se mettent ensemble. La situation à l'Est, on ne doit pas la prendre à la légère. Je crois que tous les Congolais responsables ont compris que c'est le moment de défendre le pays. Je peux lancer un appel à cette opposition. Quand il y a feu à la maison, on n'a pas cherché la qualité de l'eau. On doit intervenir, sauvons la nation et le reste viendra après. L'agenda du conseiller spécial de ce week-end prévoit d'élargir les consultations à d'autres personnalités. Le président du Sénat, Samuel Konde Kienge, poursuit les lobbying pour qu'afin soit appliquée la résolution 2773 de l'ONU et des sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda à Bruxelles, où il séjourne. On a discuté avec le président du Parlement belge, Vincent Blondel, et Hilde de Votmans, députée européenne et coprésidente de la délégation Afrique-Europe, Janine Kalenga, Julio Piana, et bienvenue du Sala pour le reportage. Après son passage au Sénat français à Paris, Jean-Michel Sama-Lukonde est arrivé à Bruxelles dans le cadre de la diplomatie parlementaire active menée sur fond de lobbying et de sensibilisation pour la matérialisation de la résolution 2773 des Nations Unies et des sanctions prises par l'Union européenne contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Accueilli premièrement par Hilde Votmans, la députée européenne et coprésidente de la délégation Afrique-Europe, a exprimé sa détermination à soutenir la RDC contre cette agression rwandaise injuste qui continue à faire des victimes. Cette agression a plongé la République démocratique du Congo dans une crise sécuritaire et humanitaire qui menace gravement sa stabilité politique et empire les conditions de vie de ces populations, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, massacrées en masse et pillées à souhait par des troupes de la force de défense du Rwanda, les RDF, et ses supplétifs du M23. Cette visite de travail procède de la diplomatie parlementaire et participe à l'effort commun des institutions de la République démocratique du Congo, en particulier celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mobiliser les partenaires extérieurs en vue d'obtenir l'exécution de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Avec le président du Sénat belge, Vincent Blondel, des échanges approfondis ont porté sur la situation humanitaire et sécuritaire dans l'Est de la RDC, dans un dialogue franc et convivial en présence de la sénatrice belge d'origine congolaise, Marie-Claire Vumbi, et du député fédéral Pierre Compagnie. Les parlementaires belges ont reconnu qu'il y a actuellement une dynamique qui met à nu les mensonges du Rwanda, restés depuis plusieurs années étouffés. Nous avons réclamé que la RDC
agressés par les Rwandais avec ces supplétifs de M23 et APC qui sont en train de piller les ressources naturelles de la RDC. La campagne que nous faisons, qui s'inscrit d'ailleurs dans l'action diplomatique globale des institutions conduites par le président, ne nous exonère pas de nos responsabilités. C'est très important. Nous n'allons pas compter ou penser que la défense des intérêts de notre pays sera toujours assumée par l'étranger. On est très satisfait parce qu'on a mené le lobbying comme il faut. Le président du Sénat a rencontré ses homologues présidents du Sénat, que ce soit de la République française, mais aussi du Royaume de la Belgique, et ça s'est bien passé. Cette mission parlementaire en Europe a permis de raconter la bonne version de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire, une marche de prière a été organisée pour implorer la grâce divine pour le retour d'une paix solide et durable en République démocratique du Congo. Suivez. La guerre d'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo appelle plusieurs fronts pour faire face aux agresseurs. C'est le cas des églises au travers des pères spirituels, non seulement pour les prières, mais aussi pour les actions concrètes. Le pasteur Marcelo Tonansi n'en demeure pas moins préoccupé par ce qui se passe au niveau de l'Est du pays. Une marche de prière, en quoi faisant l'homme de Dieu? En priant, en louant le Seigneur, en accomplissant la direction spirituelle qu'il nous a donnée, priant pour la paix, pour la fin de cette guerre, pour la restauration de la RDC. Cette marche est prévue pour demain samedi, mais pour quel itinéraire? Nous irons de l'échangeur de Limete jusqu'au Palais du Peuple. Elle connaîtra une participation massive, certes, mais les interrogations restent et demeurent sur l'adhésion des autres hommes de Dieu. Oui, il y a déjà beaucoup d'hommes de Dieu qui sont avec nous dans l'organisation de la marche. C'est pourquoi nous avons dit le corps du Christ organise. Pas l'église Compassion, ni le pasteur Marcelo, mais c'est le corps du Christ. Donc vous verrez beaucoup de pasteurs qui vont marcher demain. Marcelo Tonansi reste de cœur avec les militaires au front. Vraiment, j'ai un grand respect. Et s'il faut parler de courage, eh bien, eux, ce sont les Congolais les plus courageux. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Ces fronts spirituels s'ajoutent à d'autres fronts, comme diplomatiques, judiciaires, médiatiques et culturels menés par les hommes épris de paix en République démocratique du Congo. Il s'est tenu à Bunia en Ituri une réunion de coordination et d'évaluation des opérations conjointes FARDC-UPDF autour de la table de délégation. Celle de UPDF a été conduite par le lieutenant-général Kayaja Muhanga et le lieutenant-général Ishalingoza Nduru était à la tête de la délégation des FARDC. L'ambassadeur de l'Ouganda en République démocratique du Congo a été confié à cette rencontre. Le point avec Junior Silemani. Les deux armées se sont accordées la poursuite des opérations ce vendredi au gouvernorat de la province de l'Ituri. C'est ce qui justifie le déploiement récent de troupes ougandaises en Ituri, affirme le commandant de la force terrestre de l'armée ougandaise. L'ennemi commun des forces armées de la République démocratique du Congo et celle de l'Ouganda, c'est l'ADF, que nous voulons éliminer ensemble. Occasion pour le chef d'état-major général adjoint de FARDC en charge des opérations et renseignements d'appeler la population iturienne à s'approprier ces opérations qui visent la paix. On ne mène pas les opérations fourrières, c'est pour que la population puisse trouver la paix, doivent soutenir ces opérations et collaborer avec les forces de défense. Ils n'ont pas une autre armée que les FARDC. C'est les FARDC qui sont là pour sécuriser la population. Ce n'est pas les civils qui vont aller s'armer, c'est contre la Constitution. Notons que cette mutualisation de forces vise à concrétiser la vision du chef de l'État congolais, celle de restaurer la paix et restaurer l'autorité de l'État dans cette province sous état de siège où l'administration militaire fait un travail remarquable depuis 2021 et c'est sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Shomadjoun.
À l'occasion de la célébration du mois de mars, mois dédié également à la reconnaissance des luttes et des acquis des droits des femmes, la première ministre Judith Suminwa a pris part à une rencontre axée sur les thèmes grand rendez-vous de la féminisation de l'administration publique. L'événement a eu lieu le jeudi dernier au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, ici à Kinshasa. Suivez. Devant les femmes de la fonction publique, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé la volonté de son gouvernement de promouvoir l'égalité de genre dans tous les services publics. C'était à l'occasion de la conférence organisée par le ministère de la fonction publique axée sur le thème « Grand rendez-vous de la féminisation de l'administration publique ». Ce document stratégique marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays, engageant ce dernier vers des actions cohérentes et structurées afin de prévenir et de lutter efficacement contre les violences et toutes les autres formes de discrimination dont sont victimes les femmes dans notre pays, la République démocratique du Congo. À ce propos, mes pensées se dirigent vers nos sœurs, mères, filles et enfants à l'est du pays, ainsi que nos frères, en ce moment assiégés par les rebelles du M23 et les troupes du Rwanda. Je les invite à continuer de garder courage et espoir, car notre action et notre détermination demeurent sans faille pour le rétablissement rapide de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. La chef du gouvernement a également souligné les avancées significatives réalisées par son gouvernement au cours de ce mois de mars en matière de promotion du genre, de l'égalité de chances et de prévention contre l'exploitation et l'harcèlement sexuel dans les services publics. La validation de la stratégie sectorielle pour la promotion du genre et de l'égalité des chances, ainsi que le lancement du processus d'élaboration de la stratégie de prévention et de réponse contre les cas d'exploitation, d'abus sexuels et d'harcèlement sexuel dans les services publics, actuellement pilotés par la fonction publique, constituent des avancées significatives. Ces avancées témoignent de la volonté ferme du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, ainsi que de votre gouvernement, à bâtir ensemble un État plus juste, plus inclusif et plus sûr pour tous les êtres humains, en particulier les femmes et les personnes vivant avec handicap. À travers cet engagement pour l'égalité de genre et la féminisation de l'administration publique, le gouvernement congolais se montre résolu à créer un environnement où les femmes et les hommes bénéficient de mêmes opportunités dans le secteur public. La première semaine congolaise sera organisée au mois de juin de cette année à Séoul, en Corée du Sud. La ministre de la Coopération internationale, Maître Bestine Kazadi, et les diplomates sud-coréens accrédités en RDC ont échangé sur des questions liées aux préparatifs pour la réussite de cet événement. Suivez. Mars, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie, Bestine Kazadi, a reçu en audience l'ambassadeur de la République du Corée en RDC, accompagné des deux de ses collaborateurs au sein de son cabinet. Sur la table de discussion, l'organisation de la commission mixte RDC-Corée du Sud, prévue pour la première semaine de juin 2025 à Séoul. Au cours de cette rencontre, la ministre déléguée a évoqué des progrès des travaux préparatoires menés par les experts de ministères sectoriels concernés par la coopération bilatérale. Bestine Kazadi a également mis en avant la politique gouvernementale guidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à renforcer le secteur de la coopération internationale, soulignant l'importance du secteur, un axe stratégique essentiel pour le développement durable au service de la population. En outre, elle a aussi rassuré l'ambassadeur sud-coréen sur les bons déroulements de préparatifs, précisant que les projets d'accord de coopération validés par la partie congolaise seront prochainement transmis à la partie sud-coréenne pour une seconde lecture afin d'harmoniser les vues des deux pays
avant leur signature lors de la commission mixte. De son côté, l'ambassadeur de Corée du Sud a salué les avancées et a donné des instructions à ses collaborateurs pour maintenir un contact étroit avec le cabinet de la ministre déléguée. Ceci pour garantir les succès de cette importante activité d'intérêt commun entre les deux pays. L'inspecteur général des finances, Jules Alingeti, qui séjourne dans la province du Lualaba, a été reçu par la gouverneure Fifi Masuka. Il lui a expliqué les contours de sa mission dans sa juridiction. C'est toute la province du Lualaba jeune qui converge vers le chef-lieu, la ville de Kolwezi. Plus de 3000 jeunes, issus de toutes les couches sociales, prendront part ce samedi 29 mars au somptueux chapiteau de Kolwezi à la conférence sur la lutte contre la corruption. L'implication de jeunes Lualabais dans la lutte contre la corruption, c'est autour de ces thèmes que s'articule cette vaste campagne à l'intention de la jeunesse. Et cet entretien avec la ministre de la Jeunesse, Noéla Aïganagato, l'inspecteur général des finances et des services, Jules Alingeti, et la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, au-delà d'une simple présentation de civilité, pose les jalons de cette grande conférence. La jeunesse doit comprendre que ce pays a souffert pendant des décennies d'une mauvaise gouvernance qui a engendré le sous-développement et la misère. Depuis 6 ans aujourd'hui, nous avons un nouveau leadership à la tête du pays qui a décidé de changer la gouvernance publique en lançant une véritable lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. Et cette vision de lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique produit des résultats reconnus même sur le plan international. Et nous appelons la jeunesse à s'impliquer dans cette vision, dans la lutte contre la corruption. Et par le temps qui court où le pays est agressé, nous demandons à cette même jeunesse de multiplier le sens du patriotisme en défendant le pays. S'en est suivi la visite du cadre devant abriter ces grands rendez-vous de la jeunesse face à la bonne gouvernance. Une jeunesse armée contre la corruption, c'est l'avenir d'un pays qui s'écrit en lettres d'or. Santé à présent avec la lutte contre la drépanocytose qui doit être renforcée en République démocratique du Congo, estime le député national Antoine Tabala qui vient de déposer la proposition de loi. Le texte prévoit des mesures de prévention, de dépistage et d'accompagnement des drépanocytaires afin d'endiguer la maladie et réduire sensiblement son impact dévastateur dans la société. Reportage. Ils sont tous étudiants en médecine, déterminés à s'engager dans la lutte contre la drépanocytose dans les milieux étudiantins et scolaires en République démocratique du Congo. Pour mener à bien ces combats contre cette maladie héréditaire qui se caractérise sur le plan clinique par une anémie chronique, une susceptibilité aux infections et des douleurs comme maîtres symptômes, ces étudiants dénommés croisés ont besoin d'être formés. La bibliothèque de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa a servi de cadre pour la dite formation. Des éminents professeurs d'université ont défilé tour à tour pour expliquer les différents contours de cette maladie invalidante et mortelle. Le professeur Tite Mikobi s'est attardé sur les bases génétiques de l'anémie SS, une maladie très complexe. Dr Emmanuel Kizunda Pouloulou, pédiatre centre de médecine mixte et d'anémie SS, a éclairé l'assistance sur les syndromes drépanocytaires majeurs. La drépanocytose touche au moins 40 pays africains, les États-Unis, l'Europe ainsi que l'Asie, et dont la République démocratique du Congo est le deuxième pays le plus touché après l'Inde. L'anémie SS, qui est à la base de 5% des décès des enfants de moins de 5 ans en Afrique, nécessite une prise en charge précoce, a renchéri le Dr Emmanuel Kizunda. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire qui sera lancée au mois d'avril prochain nécessite l'implication de tous pour atteindre même le Congo profond. Qui dit sensibilisation, dit moyens. Nous allons faire une session de la formation où nous avons appelé la session de la formation des croisés. Comme ça, ils auront la matière nécessaire pour aller faire la sensibilisation dans les milieux universitaires et scolaires. Après cette première croisade,
il y aura maintenant des sessions où ils vont faire les dépistages dans les milieux scolaires et universitaires. Nous avons un partenaire français qui vient implémenter un test de dépistage le moins cher au monde, à $1 le test. Et nous venons d'avoir déjà un don d'un professeur qui a donné $100 pour dépister gratuitement 100 étudiants. Une formation saluée par les bénéficiaires. Nous sommes presque satisfaits de cette première journée de formation, mais nous serons complètement satisfaits lorsque nous aurons atteint nos objectifs. Et notre objectif principal, c'est de vaincre cette maladie qui est la drépanocytose. Parce que la drépanocytose, en touchant les familles, prive des jeunes comme moi, des jeunes comme mes camarades d'un avenir. Il leur prive de joie, de bonheur. Alors dans cette croisade qui signifie guerre sainte, nous nous sommes ligués à combattre cette maladie jusqu'à ses plus profonds retranchements. Sensibiliser et connaître son électrophorèse de l'hémoglobine, c'est sauver une vie et c'est faire valoir son sens de responsabilité. Voilà, vous avez suivi le lancement de la campagne dans les milieux scolaires et universitaires de la sensibilisation sur la drépanocytose. Nous revenons sur cette lutte contre la drépanocytose qui doit être renforcée en République démocratique du Congo, pense le député national Antoine Tabala qui vient de déposer la proposition des lois. Suivez. C'est dans un climat empreint d'engagement et de détermination que l'honorable Antoine Tabala a franchi les portes du secrétariat de l'Assemblée nationale, porteur d'un document d'une importance capitale. Il s'agit d'une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique qui touche des milliers de familles et menace l'avenir de nombreux foyers en République démocratique du Congo. Entouré de ses collaborateurs et de sa petite famille, l'honorable Antoine Tabala a officiellement déposé ses textes, espérant son examen rapide par les parlementaires. L'honorable Antoine Tabala a alerté sur les ravages de cette maladie qui cause des véritables drames familiaux. L'espoir des jeunes de faire des enfants doit être protégé. Les femmes qui sont mères de drépanocytaires sont stigmatisées. On ne peut pas mettre au monde des enfants sans espoir de les voir grandir. C'est ici l'occasion de féliciter les efforts déployés par les chefs de l'État pour le retour de la paix, parce que notre élite serait sans objet si nous n'avons pas de paix dans notre pays. Également, c'est l'occasion de saluer les efforts déployés par la très distinguée Première Dame. Et je cite avec respect Maman Denise Nyakeru pour les efforts qu'elle déploie pour la lutte contre la drépanocytose dans notre pays. La République démocratique du Congo, deuxième pays le plus touché d'Afrique après le Nigeria, se doit donc d'adopter des mesures fortes pour enrayer cette maladie. Voilà, accentuer les phénomènes propres à la profession d'avocat. La conférence des bâtonniers édition 2025 s'y penche depuis le 27 mars 2025 à Kinshasa. Les défenseurs réfléchissent ainsi sur l'avenir de leur métier, nous rapportent Luzen Takala et Bobo Tienga dans ce reportage. Tous vêtus de robes, ces bâtonniers en exercice et honoraires ainsi que ces membres des ordres des avocats sont venus de toutes les 26 provinces pour la 19e conférence des bâtonniers convoquée le jeudi 27 mars 2025. Initialement prévue à Bukavu, l'édition 2025 de cette conférence est organisée avec le concours de l'Ordre national des avocats ONA par les deux barreaux de Kinshasa. La conférence des bâtonniers de séjour est orientée vers le sens de difficultés que les avocats trouvent dans l'exercice de la profession. Et je crois que nous allons prendre un certain nombre de résolutions qui iront dans le sens de demander à ce que l'avocat dans l'exercice de sa profession soit protégé, quelle que soit la situation. Les résolutions pour la protection des avocats, que ce soit dans les territoires occupés, comme vous le connaissez, que ce soit dans le territoire non occupé. Pour les bâtonniers nationaux, Michel Chebele, il faut faire avancer la profession vers la modernité. La conférence de bâtonniers est un moment de réflexion. Nous permettons au barreau de se prononcer sur certaines questions relatives au fonctionnement des barreaux,
notamment celles qui sont relatives à la discipline, aux admissions et bien sûr à la justice de manière générale. Les participants à ces assises ont observé 1 minute de silence en mémoire de leurs confrères tombés à l'est du pays, et ce, avant la répartition des travaux en commission. Les représentants de la JICA, les représentants résidents de la JICA, a effectué une visite d'inspection sur le boulevard Congo-Japon, question d'évaluer les niveaux des dégâts 10 ans après sa réhabilitation. Suivez. Des caniveaux inondés, des immondices sur le boulevard Congo-Japon, ex-poids lourd, une situation qui ne reflète plus l'image de ces infrastructures jadis connues lors de l'inauguration 10 ans après. Ce jeudi, les représentants résidents de la JICA, les experts des ITP de l'hôtel de ville ont effectué une visite d'inspection sur cette route qui dégage un constat désolant. Nous avons constaté que les travaux de curage ont été faits grâce à l'appui de notre partenaire. Le défi reste toujours. Ce boulevard très actif en tant qu'activité économique. Il y a des efforts menés par le FONE et la ville de Kinshasa pour enlever des immondices, des caniveaux. Mais ce n'est pas suffisant. Nous voudrions être engagés pour que ce boulevard reste toujours bien entretenu pour la population congolaise. Cette visite est partie de la gare centrale jusqu'au pont Matete en passant par Sep Congo et les forces navales. Cette initiative de la JICA de sensibiliser les usagers de la route à ne pas jeter les immondices sur les caniveaux a été saluée par le numéro 1 de la JICA. Une mobilisation citoyenne essentielle pour sa préservation, a-t-il souligné. La pratique régulière des salongos et la sensibilisation à nos proches aux bonnes pratiques ont été recommandées pour maintenir propre ce boulevard. Un environnement sain et bénéfique à tous. L'avenue Général Bassouki à Zambandangis, cette avenue sera bientôt connectée à la sortie de l'avenue Gulf Oil à Mbinza Village grâce à la construction d'un pont jeté sur cette route asphaltée au niveau de la rivière Molende, comme en témoigne ce reportage de Christine Lenzo. Les ingénieurs travaillent sans relâche nuit et jour afin de couler le béton sur le pont Molende à Zambandangi, commune d'Engaliema. Cette étape cruciale entamée par l'OVD appelle aux travaux d'armature dans le but de rendre la circulation plus fluide sur l'avenue Général Bassouki. Selon les chefs de ces chantiers, ce pont en construction est d'une longueur de 10 mètres sur 9 mètres de largeur. Les travaux s'exécutent à la satisfaction des usagers et de la population environnante. Il faut dire que c'est une immense joie pour tous les habitants de ces coins. Nous avons tant entendu et nous ne pouvons que remercier les autorités de l'OVD et toutes les personnes qui concourent à la réalisation de ces chefs-d'œuvre. C'est donc une immense joie. Nous serons très soulagés si effectivement ces travaux venaient à prendre fin. Parce qu'il faut avouer que nous avons tant souffert. Tout le temps que nous sommes restés à attendre la réalisation de ces travaux. C'est un calvaire. Imaginez-vous que pour quitter la maison, on doit passer par l'IPEN ou bien par pompage pour aller en ville. J'ai laissé les véhicules trop loin. Je viens à pied parce qu'il n'y a pas moyen de franchir cet endroit sans que le pont n'ait été terminé. En empruntant directement l'avenue Gulf Oil, il est question de patience car après 28 jours de la maturité du béton, le trafic sur le pont Molende sera opérationnel. Les jeunes filles et les femmes ont été conviées à une conférence débat autour du thème Femmes et Business. L'enjeu est de stimuler l'assistance à s'adonner à l'entrepreneuriat, une initiative des Facebook Group. Des thèmes intéressants et des intervenants de pointe. De quoi attirer le monde dans cette salle
Tout attentionné, l'assistance composée en majorité des femmes est venue s'inspirer du modèle de ceux-là qui ont réussi dans divers domaines de la vie. La femme business en temps de guerre, c'est le thème développé par le ministre des Médias et de la Communication, Patrick Mouyaya. L'homme du changement de narratif a appelé ces femmes à briser les plafonds de verre en s'élançant dans l'entrepreneuriat aux côtés des hommes. La société, pour avancer, elle a besoin de solutions. Et pour trouver des solutions aux problèmes de la société, il faut passer par l'entrepreneuriat, parce qu'en réalité, c'est à travers le réflexe ou le flair d'entrepreneur que vous repérez. Et moi, je suis heureux de voir que ce sont les femmes qui, aujourd'hui, nous aident, en tout cas, à relever les défis qui sont les nôtres. La directrice générale adjointe du Fonds de promotion de la santé, professeure Claudine Chimanga, quant à elle, a démontré aujourd'hui comment l'entrepreneuriat ou le business peut rendre une femme autonome. L'entrepreneuriat donne aux femmes les moyens de se prendre en charge et par ce fait-là, l'FPS, qui est une structure d'amélioration de l'offre, ne peut qu'appuyer les femmes. Donc par quel concept? Nous sommes dans les équipements, nous sommes dans les médicaments et donc une demande existe, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de femmes qui interviennent dans ce domaine-là ou qui nous contactent dans ce domaine-là. Cette conférence débat organisée par la structure Facebook Group vise à donner du goût de l'entrepreneuriat à ces femmes. Le rôle de la femme leader dans la résolution des conflits, l'un des thèmes développés au cours de la table ronde organisée par le groupe des femmes engagées issues de tous les secteurs de la vie nationale face à la guerre d'agression rwandaise. Ces femmes engagées en appellent à la prise de conscience. Suivez. L'implication des femmes et des jeunes filles dans la promotion des valeurs nationales face à l'agression, la culture comme moteur des mobilisations juridiques et des résistances nationales, ce sont là quelques-uns des thèmes développés ce vendredi 28 mars à la table ronde des femmes leaders engagées de la République démocratique du Congo. Objectif, soutenir la paix et l'intégrité du pays et sauvegarder nos valeurs culturelles. Parmi les intervenants, la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, Mimi Monganumbi, qui a souligné que cette guerre d'agression dont notre pays est victime résulte non seulement de la convoitise de nos ressources naturelles, mais aussi des produits des champs. Occasion pour elle de soulever combien de fois les femmes ont été victimes des atrocités dans leurs champs de café, cacao et autres produits pérennes. Des tonnes de ces produits partent vers les pays agresseurs. C'était après avoir présenté brièvement l'ONAPAC ainsi que les 21 produits pérennes gérés par cette entreprise. Comment le secteur de la santé peut jouer un rôle crucial face à l'agression? Dr Micheline Senga du Centre national des transfusions sanguines a sensibilisé sur les dons de sang pour sauver des vies à l'est du pays. Pour Catherine Katungu Foura, ministre honoraire de la Culture, notre patrimoine national est en danger. Nous devons défendre nos terres, nous laissées par nos aïeux. Elle a invité tout Congolais à aimer son pays, à avoir l'esprit de l'humanisme et surtout se reconnaître acteur de son destin. Tout s'est terminé en beauté après échange de questions et réponses. Et afin des bénéficiaires des formations des projets d'appui à l'INPP ont été encouragés à mettre en pratique les acquis de la dite formation. C'est au cours de la cérémonie de remise des certificats récipiendaires par le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Ekwaka. C'est un nouveau centre de formation de contrôle technique automobile INPP qui vient de voir le jour à Boma. Nous sommes là dans la province du Congo central grâce à la coopération franco-congolaise au travers l'Agence française de développement AFD et l'Institut national de préparation professionnelle INPP dans le cadre du contrat de désendettement et développement C2D. Le représentant du CETER a salué la qualité de l'ouvrage. Dans son allocution, le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga, a vanté la coopération fructueuse qui a permis la réalisation de cet édifice. Ce centre abritera un hall d'accueil, des bureaux, une salle de cours, une salle de réunion, un hangar de contrôle technique doté de 2 lignes indépendantes pour véhicules légers et poids lourds
Représentant l'ambassadeur de France en RDC, la directrice de l'AFD, Madame Safia Ibrahim, a retracé les différents financements avec le montant alloué, tout en demandant à la jeunesse de s'approprier cette infrastructure pour leur formation. Le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa Nameto, a remercié les partenaires pour l'acquisition de ce bijou, tout en louant la vision du président de la République. C'est un symbole de notre engagement envers la sécurité routière, la protection de l'environnement et l'efficacité de nos opérations logistiques. S'en est suivi l'inauguration du centre de formation et de contrôle technique automobile. La délégation a assisté au premier contrôle technique automobile dans des conditions optimales sous des explications claires et précises des experts. Le prochain rendez-vous pour l'actualité, c'est à 13h30 avec notre confrère qui sera là à 13h. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir.